Bonjour à tous, le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu cet après-midi à Abidjan. Il répond à l'invitation de son homologue ivoirien qui a été en Turquie en mars 2015. Cette visite marque un nouvel angle dans les relations diplomatiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire présente au Salon de l'agriculture de Paris. Le pays expose ses ambitions dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Il s'enrichit également des expériences positives de la France dans le domaine. 73,5% des voix pour Hillary Clinton. Elle a remporté samedi la primaire de Caroline du Sud face à Bernie Sanders. Un État gagné sans surprise grâce notamment au vote des Afro-Américains qui représentent la moitié de l'électorat démocrate local. Dimanche 28 février, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Nombreuses sont les femmes qui exercent des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge, mais elles travaillent bien souvent de façon informelle et n'arrivent pas à maximiser leurs gains. Comment valoriser ces petits métiers exercés par les femmes? Comment leur permettre d'avoir de meilleures conditions de travail et donc de meilleurs revenus? C'est de cela que nous parlerons dans le magazine du dimanche à partir de 13h30. Notre invitée, Massogbet Touré, présidente de la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien. Bonjour Madame Touré. Bonjour Madame Fofana. Nous vous retrouverons tout de suite après le point de l'actualité. Merci. Il arrive à Abidjan cet après-midi, c'est une première. Le président turc Recep Tayyip Erdogan va effectuer une visite officielle de 48 heures sur le sol ivoirien. Cela presque un an après celle du chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara était à Ankara en mars 2015. Nous vous proposons un retour sur les temps forts de cette visite du président Alassane Ouattara dans la capitale politique turque avec Mahamadou Traoré et Habiba Dambélé Saoué. Ankara, capitale politique de la Turquie, mercredi 25 mars 2015. Pour la première fois, un chef d'État ivoirien foule le sol turc pour une visite officielle de 4 jours. Un tournant majeur donc dans les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Dès son arrivée dans ce pays, le président Alassane Ouattara a accordé un entretien au vice-premier ministre turc, par ailleurs responsable de l'agence de coopération turque, TİKA. De cette rencontre, il faut retenir l'accord de la Turquie pour la construction d'une mosquée, d'une école confessionnelle en Côte d'Ivoire et de l'octroi de bourses d'études aux étudiants ivoiriens. Deuxième temps fort de cette visite officielle, et le plus marquant sans doute, le jeudi 26 mars 2015, c'est la rencontre entre les deux chefs d'État au palais présidentiel d'Ankara. Elle a été marquée par un tête-à-tête entre les présidents Ouattara et Erdogan, suivi d'un entretien entre les deux délégations. Le tout ponctué par la signature de 8 accords de coopération et un dîner officiel offert en l'honneur du président Alassane Ouattara comme pour consolider les relations ivoiro-turques. Le lendemain vendredi, le chef de l'État ivoirien était l'hôte de marque de la Grande Assemblée nationale détentrice du pouvoir législatif et budgétaire en Turquie. Elle contrôle également l'action gouvernementale. Reçu par le vice-président de cette institution, Sadiq Yaku, le président ivoirien a souligné la nécessité pour les deux pays d'intensifier leurs relations, notamment sur le plan économique. Avant de quitter Ankara, le couple présidentiel a visité le mausolée du père fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. D'Ankara, la délégation ivoirienne s'est rendue le samedi 28 mars à Istanbul. Istanbul, où le chef de l'État a présidé le premier forum d'affaires ivoiro-turc. Un forum qui a réuni des patrons ivoiriens et turcs et qui s'est soldé par un protocole d'accord en vue de l'établissement d'un conseil d'affaires ivoiro-turc. Dernier temps fort de cette visite officielle, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses concitoyens vivant en Turquie, estimée à près de 800 personnes. Cette communauté ivoirienne a traduit au chef de l'État l'hospitalité trouvée en terre turque et ses doléances afin d'être partie prenante au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Au total, 4 jours de visite qui ont suffi à sceller l'excellence de la coopération ivoiro-turque et le meilleur est à venir avec la visite officielle qu'effectuera le président turc en Côte d'Ivoire à partir de ce dimanche. Voilà, le président turc arrive donc à Abidjan aujourd'hui dimanche. Lui y est depuis le 24 février dernier et son séjour tire à sa fin. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI a échangé hier avec le Premier ministre ivoirien. Ils ont parlé du soutien du FMI à la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces réformes. Mamadou Kwasi. Mitsuhiro Furusawa,
Directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI chez le Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan et son hôte ont abordé plusieurs sujets, dont celui relatif à l'appui du FMI dans la réalisation des 5 axes de développement du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Après cette entrevue, les deux personnalités se sont retrouvées à la salle de banquet de la primature. Ici également, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a salué les efforts du FMI dans le processus de développement, un soutien qui a contribué à la réalisation d'une croissance de 9%. Il souhaite par ailleurs la poursuite de cette assistance pour l'atteinte des objectifs de développement. La perspective demeure favorable pour les 5 années à venir. Le taux de croissance devrait se situer au-dessus de 9%, malgré un environnement international moins favorable. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne requiert le soutien tant financier que technique de l'ensemble de nos partenaires au développement, en particulier du Fonds monétaire international. Le directeur général adjoint du FMI félicite le gouvernement ivoirien pour ses actions de développement entreprises en faveur des populations. Il souhaite le maintien de cette dynamique afin qu'elle profite à tous les Ivoiriens. Le Fonds monétaire international se tient prêt à continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire à l'heure où votre gouvernement s'engage dans la mise en œuvre du plan national de développement. La Côte d'Ivoire a pour l'objectif de devenir un marché émergent dans les années 2020. Je suis convaincu que cet objectif peut être atteint avec la continuation des réformes pour maintenir une croissance inclusive et soutenable. Un présent a été offert au cours de ce dîner au directeur général adjoint du Fonds monétaire international, un dîner qui met fin à son séjour en Côte d'Ivoire. Le Salon international de l'agriculture de Paris s'est ouvert hier samedi avec des expériences positives que le ministre ivoirien Adjoumani Kobena entend bien prendre en compte. Une occasion pour lui également d'exposer les ambitions de la Côte d'Ivoire dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Hervé Blé, envoyé spécial à Paris. La star du Salon de l'agriculture 2016, c'est Ella Cerise. Elle a 8 ans et attire bien de regards. Au nombre de ses admirateurs, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que les animaux d'ici puissent aller chez nous et dans le cadre des croisements, que nous puissions disposer d'animaux autant que nous le voyons ici. Pas moins de 4000 bêtes peuvent être admirées au Salon de l'agriculture 2016. Parmi elles, il y en a qui étaient représentées au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara, en 2015. Restés en Côte d'Ivoire, ces ambassadeurs de l'agriculture française sont actuellement croisés avec des races locales pour l'amélioration de la production de lait et de viande. Ces animaux s'adaptent assez bien en Côte d'Ivoire. Lors du Sahara 2015, nous avons importé la race limousine que vous avez ici, la race charolaise et l'abondance. Sur le calepin du ministre des Ressources animales et halieutiques aussi à 2016, différentes rencontres professionnelles avec un objectif des plus clairs. Notre objectif en étant dans ce salon, c'est de tisser des partenariats publics-privés avec les opérateurs économiques qui excellent dans le domaine bovin et pouvoir relancer notre élevage. Et les choses semblent bien engagées. Nous étions sur la Côte d'Ivoire et lors de cette visite privée, nous avons rencontré sur la région de Séguala un des éleveurs et des autorités. Et nous avons discuté plus globalement d'une devoir ou d'une expertise pour voir comment on pourrait redynamiser l'élevage de ruminants dans cette région. Pour vous, c'est une grande opportunité d'en parler au ministre aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Monsieur le ministre était apparemment très intéressé par ce projet. Ouvert ce samedi dans un contexte social difficile pour les agriculteurs de l'Hexagone, le SIA va offrir pendant 9 jours aux 400 000 visiteurs attendus la possibilité de découvrir en plein cœur de Paris la Côte d'Ivoire à travers ses ressources agricoles, animales et halieutiques et sur des stands qui portent fièrement les couleurs nationales. La Côte d'Ivoire est également présente à un autre rendez-vous international, le 4e Forum international Afrique et développement du Maroc. Le pays a présenté les opportunités d'affaires qu'il pourrait offrir à de potentiels investisseurs. Justine Diquet. La Côte d'Ivoire fait figure de proue
en matière de coopération sud-sud. En témoignent les investissements marocains en Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures. Participer au financement de l'économie ivoirienne, c'est déjà important. C'est un maillon de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour écouter d'abord, pour savoir un peu ce que nous aussi on peut apporter. À ce rendez-vous de partage de stratégies de développement, d'échanges commerciaux et d'investissement, la Côte d'Ivoire compte nouer davantage de partenariats et attirer encore plus d'investisseurs. L'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est établie. Est tellement établie qu'aujourd'hui nous voulons mettre en place une stratégie qui doit aller chercher les compétences pour satisfaire nos besoins pour le PND 2016-2020. Clubnet est ici vraiment pour attirer des partenaires en Côte d'Ivoire. Une présentation des perspectives économiques et des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour convaincre les opérateurs économiques. La présentation nous a donné appétit pour qu'on puisse venir connaître un peu mieux et plus le Côte d'Ivoire. On y croit, et d'ailleurs le Maroc entier y croit, notre roi, Sa Majesté et tout le Maroc aujourd'hui, il met sur le partenariat, l'Alliance Afrique-Afrique. La Côte d'Ivoire participe à ce 4e Forum international Afrique Développement consacré à l'agriculture, l'électrification et l'entrepreneuriat avec une forte délégation composée notamment du CPC, de la CGC, de la Chambre de commerce et d'industrie et du BNET. Retour sur le territoire ivoirien, le Comité national de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre sillonne à nouveau avec ses partenaires les 4 coins du pays. La cible, les civils détenteurs illégaux d'armes à feu. Il s'agit de l'extension du programme pour encourager le dépôt volontaire d'armes en vue d'améliorer la sécurité dans le pays. 11 kits, des réfrigérateurs et des congélateurs plus précisément, remis aux représentants de leurs bénéficiaires. Ce sont des civils des régions du Yambol et de Gbeke. En 2013, ils ont volontairement déposé 136 armes et 2800 munitions qu'ils détenaient illégalement. Nous nous organisons pour attacher des jus puis vendre de la glace. On est en train de négocier de notre camarade si quelqu'un qui a arme. Donc il y en a même qui a jeté pour lui. Moi-même j'ai pris ça à réparer, nettoyer pour aller déposer à Comnat. J'ai déposé 3 armes. Cette collecte d'armes a été le résultat de la mise en œuvre du programme de lutte contre la prolifération et la circulation d'armes légères et de petit calibre pour l'amélioration de la sécurité des communautés. Ce programme, le Comnat ALPC, le comité national qui en a la charge avec l'appui du PNUD et du Japon, a procédé sur place à Bouaké au lancement de la phase d'extension à l'ensemble du pays. Marque à ce lancement la collecte de 131 autres armes, dont 5 fusils d'assaut, toujours dans les régions du Yambol et de Gbeke. Le Comnat ALPC va aussi s'implanter sur tout le territoire pour plus d'efficacité. Les armes qui tombent entre les mains de ceux qui ne savent pas comment les utiliser ou qui n'ont pas le devoir de les utiliser normalement peuvent amener de l'insécurité. Nous avons pris l'engagement d'installer donc ces commissions déconcentrées au regard du texte qui nous fonde. Ce sont des structures déconcentrées, donc rapprocher la Comnat des administrés qui sont à Bouaké, qui sont à Guigoro, qui sont à Korogo, de façon que le travail soit plus fluide. Cette phase d'extension du programme pour l'amélioration de l'environnement sécuritaire du pays a une durée de 24 mois, de juillet 2015 à juin 2017. Elle est également financée par le Japon à travers le PNUD. Les femmes gendarmes de Côte d'Ivoire ont désormais un dortoir au sein de l'École nationale de gendarmerie. La réalisation de ce projet soutenu par le PNUD est un appui à la promotion du genre. La remise des clés de l'ouvrage avec Mariam Sissé et Alexis Ouedraogo. La promotion du genre fait son bout de chemin. Après l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie aux femmes l'an dernier, une bâtisse leur est offerte. L'édifice à usage de dortoir a été construit et équipé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Coût de l'enveloppe, 125 millions de francs CFA. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou, remettant les clés du bâtiment aux autorités, a exprimé sa fierté. Les dates d'aujourd'hui constituent à n'en point douter un motif de fierté pour la femme ivoirienne qui fait désormais partie de ce corps d'élite dont les portes lui sont restées longtemps fermées.
Il me plaît, par conséquent, Monsieur le ministre, de saisir cette occasion pour saluer l'engagement résolu des autorités ivoiriennes de favoriser et d'accroître l'effectif féminin de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense, Alain Donwaï, se dit heureux de l'effectivité de la promotion du genre dans le pays. Pour cette rentrée 2015-2016, 36 jeunes filles ont fait leur entrée au sein des écoles de gendarmerie de Togué et d'Abidjan. Et oui, désormais les portes de la gendarmerie nationale sont normalement ouvertes à tous les fils et à toutes les filles de notre pays sans discrimination. D'une superficie totale de 1339 mètres carrés, cet internat de 20 chambres, 10 salles d'eau, 2 buanderies, une salle télé et un bureau de liaison a une capacité d'accueil de 160 femmes et devrait abriter la toute première promotion de femmes gendarmes en Côte d'Ivoire. Lutte contre la cybercriminalité, l'Organisation internationale de la francophonie lance un concours sous-régional. L'enjeu est de susciter la création d'applications pour assurer une sécurité numérique dans l'espace francophone. Les 52 concurrents viennent de plusieurs pays francophones. Mamadou Kouassi. La cybercriminalité, une gangrène qui tue l'économie mondiale. Plus de 400 milliards de dollars, soit environ 2000 milliards de francs CFA de dommages enregistrés au cours de l'année écoulée, selon l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Ce fléau en nette progression n'épargne pas les pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. Pour venir à bout de la cybercriminalité, les jeunes de l'espace francophone se proposent de trouver des solutions, d'où un concours sous-régional organisé par l'OIF afin de détecter des talents. D'ici à 2050, les jeunes vont constituer plus de 60%, autour de 66% de la population. Vous ne pouvez pas travailler sur cette problématique en négligeant cette couche importante de la population. Et en plus, c'est au niveau des jeunes que l'innovation, la créativité se développe le plus. En accueillant ce concours, la Côte d'Ivoire marque sa ferme volonté de combattre le mal et permettre aux opérateurs économiques d'évoluer dans un environnement totalement sécurisé. C'est pour rassurer l'ensemble des opérateurs économiques, mais tout simplement la population elle-même, que l'État ivoirien a déjà pris les dispositions, mais l'État ivoirien se réjouit aussi de l'appui de l'OIF à travers cet hackathon qui va permettre aux jeunes talents en matière d'économie numérique de proposer des solutions de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont 52 jeunes qui ont été retenus sur les 168 postulants pour compétir et trouver des applications pour la cybersécurité. Une enveloppe d'environ 13 millions de francs CFA est prévue pour les lauréats de ce concours. Et ces applications seront vulgarisées par l'OIF pour une meilleure sécurité numérique dans l'espace francophone. En 2015, la Direction régionale des impôts de Mans a réalisé un recouvrement de plus 79 millions de nos francs par rapport à l'année 2014. La rentrée fiscale 2016 a été l'occasion de dresser ce bilan et d'évoquer les perspectives pour cette année. Paul Quadio, Francis Boifo. Belle performance pour la Direction régionale des impôts de Mans. Sur un objectif de plus de 1,7 milliard de francs CFA à recouvrer en 2015, la direction a réalisé un recouvrement de plus d'1,8 milliard de francs, soit un écart positif de 79 millions de francs CFA. Cette année, le directeur régional Fousseni Django et son équipe comptent faire mieux. Il dégage les priorités. Pour l'année 2016, le contrat d'objet signé avec la Direction générale des impôts s'élève à 2,183,400,000. Un objectif certes élevé, mais n'est pas au-dessus de nos capacités. Pour motiver le personnel à maintenir le cap, des agents de la régie financière de Mans ont été primés. Des distinctions élargies aux contribuables pour leur collaboration. Autre temps fort de cette rentrée fiscale, la pose de la première pierre de la cantine de la Direction régionale des impôts. L'Association ivoirienne pour le droit à un environnement pur œuvre à impliquer les élèves dans la lutte contre le changement climatique. Au total, 384 élèves sont en compétition pour le titre d'ambassadeur de l'écologie. Guillaume Zéré, Hermaniamia. Changement climatique, le mal est profond. Pour trouver une solution, aucune couche de la société ne doit être en reste. En initiant les ambassadeurs écolos, l'aide pure, l'association ivoirienne pour le droit à un environnement pur, veut prendre le mal à la racine. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais les premiers, ceux-là même qui doivent représenter l'avenir de demain, ne sont pas directement impliqués, alors que c'est à la base
que la connaissance se donne. C'est là-bas qu'on pourra forger en eux les différents éléments de connaissance qui vont leur permettre d'évoluer et puis de construire un monde meilleur. L'Ivoirien nouveau est un Ivoirien écolo. L'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien écologique, un défi que les élèves sollicités entendent bien relever. Ce que je peux faire en tant qu'ambassadrice de l'environnement, je peux sensibiliser mes amis de l'école à ne pas jeter les ordures par terre et à ramasser tout ce qui est papier dans la rue. Si nous vivons dans un endroit plein d'ordures, nous serons nous-mêmes en danger. Dans leur volonté de jouer leur partition dans la solution aux problèmes écologiques, les initiateurs ne sont pas seuls. Des organisations privées et les ministères spécialistes de la question, le district d'Abidjan, mais aussi les collectivités territoriales les y accompagnent. Que l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire est vraiment un partenaire total à cette ONG et l'encourage. Et nous pensons qu'il faut tout faire en sorte, que l'environnement même des Ivoiriens soit un environnement propre, un environnement qui est pestilent, un environnement qui sent peut rendre un Ivoirien fou. Et il faut éviter que les Ivoiriens soient fous, qu'ils soient malades. Les ambassadeurs écolos, ce sont 384 élèves issus de 12 établissements d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro qui seront en compétition. Au finish, 8 d'entre eux seront faits ambassadeurs de l'écologie. À Tanda, le village de Canton a été ravagé par un incendie. Des plantations entières de café, d'EVA, d'anacade, les 3/4 du village et même des productions agricoles sont partis en fumée. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a apporté le soutien et la compassion du gouvernement aux populations sinistrées. Mamadou Kwasi. Les populations de Canton, village de la sous-préfecture de Diamba dans le département de Tanda, encore sous le choc. Début février, ces populations se sont réveillées sous les flammes d'un feu de brousse. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les dégâts matériels restent importants. Plusieurs habitations, des hectares de plantations de café, d'anarcade partis en fumée, y compris la production d'igname, de maïs et de manioc. On a vu la fumée venir vers Kédiou. Donc les vieux nous ont envoyé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Effectivement, on était allé, c'était le feu. Donc on est revenu avertir les vieux. Donc on est parti. En tout cas, on voulait faire des choses comme on appelle des pare-feux. Quand on fait des pare-feux, net, en même temps, le feu dépasse. On fait des pare-feux, ça dépasse. Jusqu'à. Ça nous poursuivait comme quand on abat une chose, comme on appelle un lion qui n'est pas mort, et puis en même temps, il est derrière toi. On venait en flèche, le feu est derrière nous, jusqu'à se tomber dans le village. Brûler plus d'une 40aine de maisons. Solidaire du drame qui touche ces populations sinistrées, le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien. Sur instruction du chef de l'État, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a dépêché une délégation au chevet des populations qui ont perdu les efforts de plusieurs années. La délégation conduite par le président du conseil régional du Gontougo a, au nom du ministre Kobena Kwasi Adjoumani et du président Alassane Ouattara, traduit la compassion du gouvernement aux populations. Des dons en vivres et non vivres ont été remis aux sinistrés, des dons composés essentiellement de riz, d'huile, de savon, de vêtements et de nattes, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le président du conseil régional de Gontougo, Ignace Kossoné, le sous-préfet de Diamba, ont exhorté les populations au respect des mesures de prévention des feux de brousse. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au ministre Kobena Kwasi Adjoumani, cadre de la région. Elles comptent s'investir pour que pareils sinistres ne se reproduisent dans leur sous-préfecture. Le Fonds jeune du Conseil régional du Lodjibois vient d'entrer dans sa phase active. Les premiers chèques ont été remis aux bénéficiaires. Ils vont pouvoir démarrer des activités génératrices de revenus. Sylvain Gonetti et Thérèse Yoboy. Le Fonds jeune, initié par le Conseil régional du Lodjibois, est doté d'une enveloppe de 25 millions de francs CFA. Roland Zakba-Kobena entend ainsi aider ses administrés les plus vulnérables à se prendre en charge. Au total, 41 bénéficiaires, personnes physiques ou groupements associatifs, ont été sélectionnés pour la première édition de ce fonds. Le processus de sélection a débuté en 2013 par la formation de 501 jeunes de la région du Lodjibois à la comptabilité simplifiée et en éviaculture. En juin 2014, 50 autres jeunes ont été formés à la production de tomates hors sol avec l'appui d'un partenaire israélien. Les projets retenus l'ont été en raison de leur pertinence et seront financés par décaissement progressif. Pour cela, Jean Gabin Ano, directeur du développement de la planification du Conseil régional, a exhorté les jeunes au sérieux
avant de les assurer de la présence constante de son équipe à leur côté. Par la même occasion, le conseil régional du Lodjibois a procédé à la distribution de prises en charge annuelles à des élèves les plus méritants. Là aussi, le conseil a assuré avoir procédé à une sélection rigoureuse des bénéficiaires. Pour cette rentrée 2015-2016, ce sont au total 90 enfants qui ont été pris en charge. Ils sont nombreux, ces artisans, menuisiers, tapissiers et ébénistes qui exercent aujourd'hui dans l'informel. Faute d'un site adéquat, ils exposent leurs réalisations dans les rues, aux grands carrefours ou autres espaces de fortune. Herman Yamien est allé à leur rencontre. À Bobo, route du Zoo, des fauteuils, des salles à manger et autres meubles installés de part et d'autre de la route. Un peu plus loin à Cocody, ancien Washington, c'est le même décor. Dans les ateliers, des ébénistes sont à la tâche pour confectionner des meubles à exposer. Nous sommes dans l'univers des artisans menuisiers, tapissiers et ébénistes. Sur ces deux sites, environ 2000 personnes travaillent le bois depuis des années. J'ai laissé mon patron en 1997. Quand ils ont cassé nos ateliers à Yopougon, et ça, on est venu au zoo ici. Et on a fait au moins plusieurs ateliers au zoo ici. Moi, je suis dans ce domaine depuis 1998. Mon grand frère avait son atelier. Donc, il a laissé la mécanique et puis je suis rentré dans le métier. On est nombreux, c'est vrai, mais chacun gagne pour lui dedans. Ces artisans sont rompus à la tâche. Pourtant, ce métier, ils l'ont appris pour la plupart sur le tas. Mais leurs œuvres n'ont rien à envier aux meubles importés d'Europe et exposés dans les grandes surfaces. De quoi faire le bonheur des clients. Comme je passe ici avec la voiture, donc j'ai trouvé qu'ils font de bon travail, tout ça là. Donc en fait ça qui m'a motivé de venir payer les fauteuils. On est très satisfait parce qu'ici ils font du bon boulot. Ici ouais, c'est bon, c'est durable et moins cher. Des meubles de qualité et surtout pas trop chers, c'est le choix de ces artisans pour attirer le maximum de clients. Des fauteuils ordinaires en passant par les modèles Louis XIV et des fauteuils en rotin, ces artisans font des merveilles. La plus grosse difficulté de ces artisans, c'est le manque de sites adéquats pour exercer leur métier. Installés pour la plupart sur le domaine public, ils ont peur d'être déguerpis. Si tu vois que chacun a fait bâche, bon, vraiment, aller là, on est mal placé. On veut vraiment que le gouvernement s'ingère dans notre problème. Essaie de nous soutenir, essaie de trouver des solutions, comment nous organiser. Ce serait encore mieux que de nous déguerpir seulement. Quittez là, non. Aujourd'hui, pour défendre leurs intérêts, ils ont créé des associations pour avoir une voix officielle pour échanger avec les autorités. Leur grande préoccupation, c'est de disposer d'un site qui pourra réunir tous les artisans menuisiers du district d'Abidjan. À Aboissau, l'Union africaine a financé un projet pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le projet agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural a été lancé. Paria se reconnaît. Contribuer de façon considérable à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. C'est l'objectif que veut atteindre l'organisation non gouvernementale, la DDS, Développement durable du Saint-Louis. Elle initie donc des programmes de développement. Cette région bénéficie beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut innover au niveau des techniques employées. La technique traditionnelle, surtout pour la production de maraîchers, ne peut plus prospérer dans cette région, compte tenu de la qualité du sol beaucoup utilisée. Agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural. C'est le thème de ce rendez-vous d'Amoakro dans le département d'Aboissau. Un projet suivi de bout en bout et financé par l'Union africaine dans le cadre du Fonds de soutien aux femmes africaines pour le développement de l'agriculture. L'Union africaine a financé ce projet pour donner la preuve que ce ne sont pas seulement les villes, les grandes agglomérations qui intéressent l'organisation continentale, mais c'est aussi les coins et recoins de tous nos pays africains. Pour les 5 années à venir, l'ONG Développement durable du Saint-Louis prévoit entre autres la construction des piscicultures, les fermes pour élevage de poulets, la création d'une pépinière régionale et de jardins botaniques dans au moins 2 écoles de la région.
C'est l'heure du magazine du dimanche. Bonjour Madame Touré. Bonjour Madame Fofana. Alors vous êtes présidente de la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien. Oui. Vous voulez œuvrer à valoriser les petits métiers exercés par les femmes. Nous allons en parler. Mais avant, dites-nous Madame Touré, vous êtes reconnue comme la première femme industrielle dans la filière Anarcade en Afrique de l'Ouest. Vous avez d'ailleurs reçu plusieurs distinctions à cet effet. Dites-nous, est-ce qu'il est facile d'être une femme entrepreneur et surtout, comment y arriver, comment tirer son épingle du jeu? Merci Madame Fofana. Comme tout métier, rien n'est facile. Une femme entrepreneur déjà, c'est celle-là même qui a choisi une activité génératrice de revenus, si petite soit-elle, quelle que soit sa taille, et s'y consacre. Effectivement, je me suis consacrée à la noix de cajou, au développement de cette filière. Aujourd'hui, nous sommes premier producteur mondial. C'est une fierté, mais le parcours continue parce qu'il faut que nous arrivions à transformer la quasi-totalité de notre matière première. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 10% et c'est là la lutte commence. Parce que nous ne pourrons pérenniser cette filière que lorsque nous aurons la maîtrise totale pour la transformation de la quasi-totalité de la production nationale. La commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien sensibilise entre autres les femmes sur les avantages qu'elles ont à passer de l'informel au formel. Vous les informez des avantages, de l'importance du réseautage. Comment s'organise concrètement votre action sur le terrain? Notre action s'organise sur deux volets, la formation, la sensibilisation et l'information. Nous faisons des forums avec ces femmes pour leur enseigner les bonnes pratiques de gestion, pour voir comment effectivement elles peuvent se faire confiance, croire en ce qu'elles font et booster vraiment l'entrepreneuriat en eux. Parce que déjà, une chose c'est d'être entrepreneur, une autre chose c'est de pouvoir réussir. Mais nous disons que le succès est au bout du travail. Pour commencer un métier, il faut y croire, il faut se faire confiance, il faut avoir une vision, il faut avoir une passion. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer aux femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire à travers des ateliers de formation, des forums, des plateformes d'échange, même à l'intérieur, pour permettre à ces femmes justement de leur donner l'avantage d'être dans le formel. Aujourd'hui, elles exercent dans l'informel. Elles sont nombreuses, elles sont importantes, elles contribuent au développement de l'économie ivoirienne. Mais malheureusement, elles ne sont pas valorisées parce qu'elles échappent au contrôle. Elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas quantifiées. C'est l'un des objectifs que la Commission s'est assigné, à savoir l'identification des femmes entrepreneurs qui exercent ces petits métiers, mais qui sont vitaux pour l'économie nationale. Et quel est leur poids justement donc, dans cette économie? Les poids, aujourd'hui, nous essayons de pouvoir faire une analyse objective, essayer de quantifier en faisant un recensement, une identification de ces femmes. Elles sont nombreuses, elles exercent dans des secteurs différents, dans des secteurs d'activité, mais qui sont vitaux pour l'épanouissement de tous les foyers. Ces femmes, elles se réveillent tôt, elles vont marcher pour avoir des meilleures offres, pour acheter des oranges, acheter des légumes et venir reprendre sur d'autres marchés à des prix nettement supérieurs. Et chemin faisant, elles créent un fonds de roulement, une marge importante. Et c'est ça qui leur permet justement de s'occuper des foyers, de s'occuper de la scolarité des enfants, etc. Nous pensons qu'elles méritent plus, qu'il faut les valoriser et quantifier, avoir des chiffres exacts, effectivement, pour avoir leur rôle, le poids que ces femmes représentent dans l'économie ivoirienne. Vous avez parlé tout à l'heure de ces femmes commerçantes qui font un long chemin dans la journée, qui vont prendre des produits pour venir les revendre. Nous allons voir l'exemple, un cas concret de Chantal Lompieux. C'est une jeune femme, elle s'est lancée dans le commerce avec très peu de moyens et elle dit se battre du mieux qu'elle peut pour ne pas sombrer dans la pauvreté. On suit cet élément et on se retrouve tout de suite après. En Côte d'Ivoire, 75% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour lutter contre cela, certaines entreprennent des petits métiers ça et là. Chantal Lompieux en est une illustration parfaite.
Que de souffrance pour cette dame qui, chaque matin, doit relier la commune de Yopougon jusqu'au quartier Petit Boaké à celle de Cocody afin d'exercer son métier de restauratrice. 14 km à la recherche du pain quotidien. La vie est dure. Je vais faire comment? À partir de 4 heures, je suis déjà debout et je marche, je viens emprunter Baka de Liberté. Et je fais mon marché, je commence au forum jusqu'à marché gros. C'est ce que je fais chaque matin. Pour cette femme, petit métier ne rime pas avec gros business, comme le dit la réflexion. Petit métier, gros business. Car pour elle, le quotidien est synonyme de galère et de maigres revenus. J'ai commencé à Yopougon pendant 4 mois et tout mon fonds était parti. J'ai vu que vraiment je peux m'en sortir. J'ai commencé sur 20 000 francs. J'ai fait mon petit marché avec, mais le marché est dur, ça ne suffit pas. Mais je prends un peu seulement pour que j'arrive à faire mon marché. Si je finis de vendre tout, j'enlève tout mon calcul, je gagne au moins 5 000 francs par jour. Je demande pardon à les autorités de nous aider, d'aider les femmes. Parce que femme, en tant que femme qui est dans le foyer, c'est pour aider ton mari. Pour répondre aux préoccupations de femmes telles que Chantal Lompieux, la Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a mis sur place des mesures pour accompagner les femmes entrepreneurs dans le processus de développement de leurs activités. Selon les chiffres, 15% des entreprises créées en Côte d'Ivoire sont des initiatives féminines, chiffre que la Commission ambitionne augmenter, d'où des journées dédiées à l'entrepreneuriat féminin chaque année. Voilà, Chantal est commerçante, elle dit s'en sortir difficilement. Elle fait ce qu'on appelle généralement un petit métier. Alors, quelles sont toutes ces activités qu'on met dans ce grand panier qu'on appelle petit métier en griffe? Les petits métiers, c'est justement toutes les femmes qui exercent dans l'informel. Elle a parlé du cas du restaurant, je peux parler du cas de la vendeuse d'Aleko, de la vendeuse d'Atieke, de la tresseuse au marché. Ils sont nombreux, les métiers qu'on met dans ce panier. Mais je vais vous dire que pour être une femme entrepreneur, on n'a pas besoin de grands moyens. On peut avoir de petits moyens et être après une grande femme entrepreneur. Il faut croire en ce qu'on fait. Je vais vous dire un exemple. Il y a une femme qui est à Odiné. Au départ, elle n'avait pas 5 francs, mais elle avait la fougue de pouvoir prouver. Elle allait voir des pêcheurs qui sont dans un autre village pour proposer ses services. Vous avez du poisson et vous avez des besoins de distribution. Moi, je peux distribuer votre poisson pour vous. Donc, faites-moi confiance, je vais aller vendre et vous retourner l'argent. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, pour être aussi femme entrepreneur, il faut être honnête. Donc, elle a commencé à travailler avec ses pêcheurs et elle venait prendre le poisson pour vendre dans toutes les cours. Et chaque soir, elle fait la part des choses. Voilà l'argent des propriétaires du poisson et voilà ma marge. Aujourd'hui, c'est un modèle à Odiné. Elle a une grande boutique. Elle est importatrice de poissons. Elle a une grande poissonnerie. Mais quand elle commençait, elle n'avait pas 5 francs. Parfois, il faut avoir une vision. Il faut se faire confiance. Tout ne commence pas par le grand. Quand vous commencez le business par le grand, vous chutez régalement comme ça. Parce que plus le business est grand, les problèmes qui surviennent aussi sont aussi grands. Et au lieu que la société vous tire en haut, elle vous tire en bas. Vers le bas. Mais justement, parlons des problèmes qu'on rencontre quand on lance un business. Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement de ces femmes qui sont dans l'informel. Quand on sait que très souvent, elles ne sont pas lettrées ou très peu, concrètement, comment se fait cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui leur est dispensé pour leur permettre de gérer déjà leur petit commerce avant d'arriver très haut, comme vous le dites, pour ne pas chuter? On essaie de les sensibiliser parce qu'en fait, la commission, la CGC est une force de proposition, une plateforme d'échange pour pouvoir booster l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de pouvoir identifier ces femmes, aller vers ces femmes et leur enseigner la culture entrepreneuriale. Leur dire qu'il leur faut renforcer leurs capacités managériales. Leur demander de pouvoir avoir une comptabilité saine, mieux renforcer leurs capacités pour leur permettre de pouvoir accroître progressivement. De se faire confiance. Elles ont osé entreprendre. Il faut qu'elles méritent cette confiance. Il faut qu'elles croient en elles. L'entreprise n'est pas facile. Il y a des hauts, des bas.
mais le succès est au bout de l'effort. Est-ce qu'elles arrivent effectivement à mettre en pratique ces petites techniques que vous leur apprenez, par exemple, à faire leur comptabilité et tout, à suivre leurs activités? Est-ce qu'elles arrivent après? Si, nous avons un exemple. L'année dernière, en 2015, nous avons fait une formation avec les femmes qui vendent les légumes au plateau. On a fait la formation avec elles pour leur dire comment vous faites votre journée. Elles nous expliquent et on essaie de voir comment éventuellement on peut leur permettre de pouvoir pérenniser l'activité qu'elles ont choisie. Et ceux qui ont des produits périssables n'ont pas les mêmes préoccupations que les céréales, ainsi de suite. Donc, ça fait que c'est un problème assez important, mais toute chose a un début. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que une femme entrepreneur ivoirienne aujourd'hui peut dire qu'elle est fière. Hier, on n'avait pas, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités. Il y a des fonds jeunes. Il y a le fonds FAFSI, et c'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à la première dame au grand cœur, qui a bien voulu mettre un fonds à la disposition des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour assurer leur autonomie financière. Un geste noble. Hier, on n'avait pas cette opportunité. Il y a des opportunités aujourd'hui qui permettent aux femmes d'être des entrepreneurs aguerris. Ce que je conseille à mes sœurs, il faut qu'elles se fassent confiance, qu'elles aient une vision, qu'elles aient le goût du travail, le travail bien fait. Quand on a une vision, on a une passion, on arrive toujours. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu veut? Absolument. Exact. Et avoir Voilà. une vision, comme vous le dites, ça fait un peu partie du concept de l'Ivoirien nouveau. Donc, dans notre cas, de l'Ivoirien nouveau, qu'est-ce que ça vous dit, ce concept-là? Comment le mettre concrètement en pratique avec les femmes entrepreneurs relativement de niveau bas? Alors, l'Ivoirien nouveau, nous dirons la femme entrepreneur nouveau. Nouvelle, oui. Alors, c'est la femme, justement, qui commence déjà à inculquer l'esprit entrepreneurial dès le bas âge à ses enfants. Éduquer l'enfant à pouvoir se prendre en charge, lui inculquer le goût du travail bien fait. Nous assistons à pas mal de choses aujourd'hui qu'on aurait pu éviter si à la base nous avons pris nos dispositions. C'est ça, voir la femme entrepreneur autrement. La femme entrepreneur nouvelle, c'est la femme justement qui, malgré qu'elle ne soit pas partie à l'école, elle est experte dans sa tête, elle a toute sa comptabilité dans sa tête et qu'elle arrive à traduire son projet en action. C'est ça, l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau pour nous, ce ne seront pas des femmes entrepreneurs qui vont se morfondre dans les salons avec des diplômes ou pas pour dire qu'on n'a rien fait pour nous. Non. On se connaît soi-même plus que tout le monde. Il faut se connaître soi-même, savoir ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Tu réfléchis, tu vois ce qu'il y a à faire et tu vas vers des personnes pour qu'on puisse traduire ça. Et c'est ça notre rôle au niveau du patronat. Nous les accompagnons, nous les appuyons à ce que leurs projets, à ce que leurs rêves soient réalité. D'accord, Madame Touré, le 8 mars, c'est dans un peu plus d'une semaine. Le thème cette année, c'est l'autonomisation de la femme, défis et enjeux pour la prospérité de la famille. Qu'est-ce que ce thème vous évoque? Le thème nous interpelle, mais en même temps, c'est naturel pour nous, parce que l'autonomisation financière est la conséquence de l'entrepreneuriat. Très vite, elle a choisi une activité génératrice de revenus, parce qu'elle a cette activité qui génère de l'argent, qui produit de la matière et qui permet de pouvoir créer des emplois. Elle est déjà autonome financièrement. Et parce qu'elle est autonome financièrement, elle contribue au développement de la famille. Elle contribue à la prospérité de la famille. Et c'est ça l'autonomisation. Pour moi, l'autonomisation vient à la fin. Mais une femme entrepreneur doit pouvoir aspirer à l'autonomisation financière. C'est ça le premier objectif. Pour dire que j'ai cette barrière devant, il me faut surmonter cette montagne pour que je puisse toucher le sommet. Donc, c'est aussi simple que ça. Absolument, c'est aussi simple et très intéressant. Je suis sûre qu'elles sont nombreuses, les femmes, à avoir été interpellées par tout ce que vous avez dit. Comment faire pour se faire appuyer aujourd'hui par vous? Comment? Celles qui sont intéressées. Celles qui sont intéressées, la commission est là à la disposition
de toutes les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous essayons d'échanger avec ces femmes en leur donnant des exemples de success story, en leur donnant des exemples d'échecs, parce que l'échec aussi est une vertu du succès de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui marche sans problème, il faut avoir peur. Donc ça rime avec les problèmes. Et leur dire qu'il faut savoir, le problème n'est pas de tomber, mais il faut savoir se relever. C'est sur cette très belle pensée que nous allons mettre fin à cet entretien. Merci Massogbet Touré, présidente de la Commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien. Merci. Direction les États-Unis pour finir, 73,5% des voix pour Hillary Clinton. Elle a remporté samedi la primaire de Caroline du Sud face à Bernie Sanders avec 26%. Un État gagné sans surprise grâce notamment au vote des Afro-Américains qui représentent la moitié de l'électorat démocrate local. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon dimanche à tous.